Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous sommes là pour réagir aux frappes qui ont eu lieu la nuit dernière entre jeudi et ce vendredi matin au Yémen. Frappes réalisées par une coalition de plusieurs pays, l'idée par les États-Unis, accompagnée par les Britanniques, avec également le soutien du Canada, de Bahreïn et des Pays-Bas. Si on veut comprendre le pourquoi de cette frappe, il faut remonter un petit peu dans le temps et se rappeler que le 7 octobre dernier, le Hamas a attaqué Israël. S'en est suivi une dégradation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et à partir de la fin novembre, les Houthis, présents au Yémen, à quelques milliers de kilomètres plus au sud, ont fait savoir qu'ils attaqueraient ou essaieraient de prendre le contrôle de navires servant les intérêts israéliens si des médicaments et des vivres n'étaient pas amenés dans la bande de Gaza. Après plusieurs vétos au Conseil des Nations Unies de la part des États-Unis pour un cessez-le-feu, les attaques se sont amplifiées jusqu'à atteindre un total de 27 tentatives d'attaque contre des navires représentant plus d'une cinquantaine de nations, plusieurs navires ayant même été touchés, soit par du drone, du missile anti-navire, voire même du missile balistique. La plupart des pays occidentaux ont rapproché un maximum de navires de cette zone où passe 15 à 17% du trafic maritime mondial afin de protéger les intérêts des nations occidentales. Le 3 janvier dernier, 14 pays se sont mis autour de la table et ont envoyé une déclaration commune aux Houthis leur demandant d'arrêter, les mettant en garde face aux conséquences de leurs actes. Il y a seulement quelques jours, le 9 janvier, les Houthis ont envoyé 18 drones suicides, 2 missiles de croisière anti-navires et un missile balistique, tous interceptés soit par la marine américaine, soit par la marine britannique. Dans la foulée, hier, les Iraniens ont pris le contrôle d'un navire. La coupe était pleine pour les États-Unis et les Britanniques. Nous allons revenir sur cette vidéo dans un premier temps sur le raid sur Baldek effectué par la France au Liban il y a maintenant une quarantaine d'années. Ensuite, présenter un petit peu la géographie du Yémen, les protagonistes et voir un peu plus dans le détail ce qu'on peut comprendre de ces événements. N'hésitez pas à vous abonner car nous allons sûrement sortir d'autres vidéos un peu plus tactiques au fur et à mesure que les informations sortent en source ouverte. Jingle. Alors je voulais commencer par le raid sur Baalbek qui a eu lieu le 17 novembre 83 avec la 17F, dit la Glorieuse, dont j'ai eu la chance de piloter des super-étendards, et la 14F. Ce raid fut décidé par le président François Mitterrand suite aux attentats de Rakkar, c'était le 23 octobre 83 et cela coûta la vie à 58 paras français. Pourquoi est-ce que je vous parle de ce raid de 8 aéronefs avec des bombes de 250 à 400 kg contre une caserne au fond du Liban? Eh bien parce que ce raid a été fait sur une caserne vide. Et pourquoi est-ce que la caserne avait été évacuée? Parce qu'un politique français avait prévenu l'ennemi. Je rentre directement avec les pieds dans le plat, car hier, avant tout décollage d'avions de combat, il y a eu un emballement médiatique sur les frappes à venir dans la nuit au Yémen. C'est oublier les leçons du raid sur Baldek, c'est oublier la base de la SecOps, de la sûreté de l'information opérationnelle. Les journalistes veulent souvent bien faire. Le gouvernement britannique, c'est par lui qu'est arrivée la fuite, a peut-être voulu bien faire, mais prévenir votre adversaire que vous vous apprêtez à frapper est le meilleur moyen pour faire de la com efficace auprès de votre démocratie, mais avoir un impact militaire qui vaut 10 puissance moins 5 et in fine, donner avantage à vos adversaires qui peuvent se préparer ou s'organiser et mettre en danger la vie de vos citoyens patriotes qui ont rejoint votre armée pour servir votre nation, ses citoyens et ses intérêts. Je pense que ce sujet devrait être majeur dans le traitement des événements de la nuit dernière. Il n'est pas acceptable de mettre en danger la vie des militaires qui vont au-dessus d'un territoire ennemi en prévenant à l'avance ces derniers qu'une frappe est imminente. Après, c'est mon avis d'ancien opérationnel, il est forcément biaisé, comme vous le savez sur cette chaîne, on aime bien faire la déclaration de biais, et j'en ai un gros, j'ai travaillé avec le groupe aéronaval américain qui a frappé la nuit dernière, j'ai même été officier d'échange avec eux et travaillé en combat aérien avec eux. Mais bon, prendre du recul et traiter tout ça de manière neutre.
Première chose à faire est de regarder une carte. Comme vous pouvez le voir, le Yémen est un grand pays. On est sur 527 000 km², pas loin de la France. 1900 km de côte, 1750 km de frontières, 35 millions d'habitants quand même, en crise depuis 2011, 7000 ans de civilisation. Ils étaient d'ailleurs exportateurs de café, pays très musulman depuis le 7e siècle, qui a connu des frappes de drones par les Américains à partir de 2009, qui n'ont pas tué que des ennemis des États-Unis, mais également des civils. En 2011, 2 citoyens américains ont été ciblés, avec les Émirats Arabes Unis depuis environ 2015. Les Houthis ont été créés dans les années 90, et leur pays, le Yémen, est un pays très montagneux. L'altitude moyenne y est d'environ 2000 mètres. Sanaa, la capitale, la plus grande ville qui d'ailleurs a été tapée la nuit dernière, est à 2250 mètres. Il abrite 3,3 millions d'habitants et le Yémen a une montagne qui monte à 3666 mètres. Pourquoi est-ce que c'est important? Rappelez-vous l'Afghanistan, les difficultés liées au combat en montagne et surtout le nombre de cachettes disponibles avec ces reliefs pour cacher de l'armement ou des combattants. Les États-Unis sont donc intervenus avec leur flotte présente sur zone, flotte qui avait appareillé quelques jours après le début du conflit entre le Hamas et Israël. Vous avez le CVN-69, le Eisenhower, mis en service en 1977, après 7 ans de fabrication. Je vous rappelle que Eisenhower, c'était le 34e président des États-Unis, mais également un général d'armée, ce qui n'est pas banal pour le nom d'un bateau. C'est le 2e sur 10 de la classe des Nimitz. Vous êtes sur 100 000 tonnes de diplomatie, 3500 membres d'équipage pour faire tourner le navire, 2480 membres d'équipage pour faire tourner le groupe aéronaval. Car un porte-avions, c'est un Carrier Strike Group, et là c'est le numéro 2, un groupe aéronaval, et également c'est une Carrier Air Wing, un groupe aérien. Et ce groupe aérien, c'est le Carrier Air Wing 3, comme je vous le disais en intro, avec lequel j'ai eu la chance de travailler il y a maintenant une dizaine d'années. Ils sont basés côte Est, à Oceana. Il y a les Swordsman qui font du F-18 Super Hornet biplace. Il y a les Rampagers, les Gunslingers, contre qui j'ai dogfighté en super étendard, les Wildcat, les Screwtops, qui ont d'excellents cigares, qui sont très sympas et qui payent leurs cigares quand on vient les voir à bord, qui volent sur E2D, la nouvelle version du Hawkeye, très efficace. Et ensuite, vous avez des hélicoptères de combat. Ce groupe aéronaval est bien arrivé à maturité, puisque ça fait maintenant quelques mois qu'ils sont en mer et ils ont un bon niveau opérationnel. Ils auront envoyé 15 F-18, dont des growlers de guerre électronique que l'on voit sur les images, être catapultés avec du ARM, missile anti-site solaire, anti-radiation, qui peut également taper des radars, et surtout équipé du kit de brouillage pour gêner l'adversaire. Niveau marine de surface, vous avez les Harley Burke, mais surtout vous avez l'USS Florida, qui est un SSGN. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la classe Ohio des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, donc un propulsion nucléaire, à la base réfléchi pour tirer de la tête nucléaire. Ils en ont utilisé 4 sur les 18 qu'ils ont passé en tête conventionnelle. Ils ont donc la capacité de tirer entre 104 et 156 missiles Tomahawk, qui sont des missiles de croisière qui pèsent 1 à 1,5 tonnes pour une charge militaire de 450 kg. Bref, pensez un petit peu au Scalp, c'est un peu la même chose, mais tiré là depuis un sous-marin. Ce USS Florida a passé Suez en novembre dernier, pèse 18 000 tonnes, et c'est un atout majeur quand vous voulez envoyer de nombreux missiles de croisière vers une cible. Les Britanniques, de leur côté, ont envoyé 4 Typhoon d'Akrotiri. Akrotiri pour taper le nord du Yémen, quelques milliers de kilomètres. Les Britanniques sont habitués aux grands raids. Je vous rappelle qu'ils avaient fait des raids jusque les îles Malouines il y a maintenant une quarantaine d'années. Et avec ces Typhoon, ils ont pris de la Paveway 4 que l'on retrouve dans Top Gun 2. Ne pouvant faire la mission tout seuls, ils ont été accompagnés par un Voyager, par un avion ravitailleur, et il ne fallait pas se louper au ravitaillement, sinon c'est déroutement en Arabie Saoudite. Pour pouvoir faire le vol, forcément il fallait l'accord du président égyptien, accord qui a été obtenu dans l'après-midi, la veille des frappes. Pourquoi cet accord est nécessaire? Car tout simplement, vous ne pouvez pas contourner l'Égypte, il faut bien réussir à passer pour descendre vers le sud. Si vous demandez pourquoi Akrotiri, eh bien parce que les Britanniques ont un territoire là-bas. La base fait 2128 hectares. Elle a été construite en 1955, c'est une piste 10-28 de 2745 mètres et elle abrite Typhoon A400M, des tankers, des drones Reaper et également des P-8 pour surveiller tout ce qui se passe au large d'Israël en ce moment. Les États-Unis utilisent également cette base avec notamment des U-2
Et si vous devez convoyer un super étendard de France à Djibouti, vous allez vous arrêter à Akrotiri, car ils avaient à l'époque de l'oxygène pour le pilote. Alors maintenant que nous avons vu un petit peu le Yémen, les protagonistes, qu'ont-ils tapé? Comme vous pouvez le voir sur cette carte, différents objectifs ont été ciblés, principalement des aéroports. Alors on va se méfier un petit peu du terme aéroport quand on zoome un petit peu sur les images satellites. Des fois ça ne ressemble pas à grand chose, mais vous doutez bien que l'objectif, l'état final recherché, est de réduire les capacités de tir des Houthis contre les navires. Il va donc falloir cibler tout ce qui donne une capacité de détection, radar côtier par exemple, tout ce qui vous donne une capacité de lancement avec des lanceurs, et si possible les stocks de missiles de croisière ou de drones. Difficulté encore une fois, à prévenir à l'avance que la frappe arrive, vous prenez le risque que tout soit séparé et que l'impact de votre frappe ne soit au final du marketing court-termiste, et c'est pour ça que les prochains jours vont être très intéressants. Pourquoi? Dans un premier temps, à cause du BDA, Battle Damage Assessment. On peut faire confiance aux réseaux sociaux et aux personnes sur place pour sortir multiples images, et également tous les satellites, privés ou militaires, pour prendre des photos des frappes et nous permettre de faire du BDA, Battle Damage Assessment. Nous devrions voir que les missiles ont fait but, les bombes ont fait but au moins dans, je pense, plus de 95-97% des fois. Donc sur une centaine de missiles tirés sur 16 sites différents, il devrait y avoir de l'impact, mais savoir exactement ce qui était présent dans les bâtiments, dans ces zones-là, c'est une autre paire de manches. Les aéroports étant touchés, ça a forcément vocation également à gêner le ravitaillement pouvant venir d'Iran, mais un aéroport, ça se répare. Demandez au Hezbollah et aux Israéliens qui régulièrement, depuis plusieurs années, font des frappes au Liban contre les aéroports pour freiner le soutien iranien. Au niveau de la suite des événements, différents scénarios sont possibles, je n'ai pas de boule de cristal, méfiez-vous des gens qui ont des certitudes. Le premier scénario, c'est que cela amène le calme, que les Houthis se disent « le jeu n'en vaut pas la chandelle, réduisons le rythme ». Je ne pense pas que ça soit le plus probable, mais que l'état final recherché, la réduction des attaques en mer Rouge, soit obtenu. Le communiqué britannique a l'air très sûr de lui d'ailleurs, c'est prendre des risques que de faire ce genre de communiqué si vous voulez mon avis. Deuxième possibilité, c'est une réaction. Réaction forte des Houthis avec des attaques soit contre les navires, soit contre des bases américaines dans la région. Attention, Djibouti est juste de l'autre côté du Yémen. Il y a d'ailleurs une base française, une base chinoise et une base américaine. La réaction pourra être Yémen ou la réaction pourra également venir de l'Iran, même si je pense que c'est peu probable. Le troisième point, c'est une sorte d'embrasement macro. Nous l'avons vu depuis maintenant une quarantaine d'années, les États-Unis et leurs alliés sont très forts pour arriver, pour vitrifier une zone, prendre l'avantage, envahir par exemple l'Irak en 2003, mais ensuite derrière tenir la zone, c'est une autre paire de manches. Et en toute honnêteté, si on regarde les armées occidentales, que ce soit ce qui s'est passé en Corée, en Algérie, au Vietnam, en Afghanistan, très montagneux, en Libye, ou encore en Irak, vous pouvez avoir tous les sous-marins nucléaires lanceurs de missiles au monde, ce n'est pas ça qui gagne un conflit. Je vous rappelle que le Yémen, c'est plus de 30 millions d'habitants, que l'US Navy a été créé suite à des soucis de liberté de navigation, et ça s'était fini par un débarquement en côte nord de l'Afrique. Le pire scénario, et il a forcément été réfléchi, anticipé par les protagonistes, d'ailleurs vous remarquerez qu'apparemment la France n'a pas participé à ces actions, serait celui d'une guerre encore plus asymétrique qui se rapproche des tendances dites terroristes qu'on a pu observer ces 30 dernières années. Cela reste extrêmement loin de nous. Les États à l'heure actuelle qui sont beaucoup plus méfiants, c'est donc Djibouti, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, qui ont tous les deux déjà été attaqués par des missiles de croisière ou des drones suicides tirés depuis le Yémen. Je vous rappelle d'ailleurs que la France, présente aux Émirats Arabes Unis, avait proposé l'aide de ces rafales pour protéger l'espace aérien émirati, à voir si nos rafales sont utilisées en CAP, comme on dit, en combat air patrol, mais également la réaction des Houthis dans les prochains jours. Comme je vous le disais, dès que nous avons plus d'informations, on vous fera un compte-rendu un peu plus tactique sur comment se font par exemple le choix des cibles, comment a pu se passer cette opération. Et encore une fois, j'insiste, pour avoir servi dans une unité qui a connu Baldec, je suis extrêmement choqué par ces fuites quelques heures avant les frappes
dans la presse et je m'interroge grandement sur l'état final recherché réel des politiques. Les prochaines heures nous permettront peut-être d'y voir un peu plus clair, mais encore une fois, j'insiste, que ce soit un missile de croisière ou une bombe de 250 kg, ça ne fonctionne pas à la pensée magique. Ça a besoin de tout un écosystème pour être efficace et cet écosystème demande le maximum de discrétion et de surprise possible. Imaginez que vous participez au groupe de renseignement et de targeting de ciblage qui travaille sûrement d'arrache-pied depuis 3-4 mois à préparer des cibles et que vous voyez passer ces fuites quelques heures seulement avant la mission. Je pense que si vous croisez le responsable des fuites dans un couloir l'heure d'après, c'est pas une situation d'avenir pour lui. Allez, fly safe, on suit tout ça. À très bientôt en conférence. On finit de refaire le plein d'énergie ici avec l'équipe et on continue de vous préparer des montages pour vous permettre de bien comprendre ce qui se passe sans vous expliquer quoi penser. Fly safe.